Voici le sommaire de ce nouveau numéro de Crimes et Faits divers. À 18 ans, Alma est une adolescente brillante qui vient d'être admise à Sciences Po Bordeaux. Au même moment, elle débute une relation à distance avec son petit ami Samuel. Très fusionnel, le couple qui est ensemble depuis 2 ans continue de se voir à l'occasion des week-ends et des vacances. Le 15 avril 2019, Alma se rend donc chez les parents de son petit ami pour y passer quelques jours. Mais les choses ne se déroulent pas comme prévu. Alors, vendredi dernier, j'étais invitée sur le plateau de Énergie 12 pour parler de mon viol. Et oui, de mon viol du coup conjugal, puisque j'ai été violée par Samuel qui était mon copain. Et il y a eu quelques questions et quelques réactions qui m'ont dérangée. Donc là du coup, je vais me retaper l'émission et je vais prendre des petits bouts qui vont me paraître importants pour revenir dessus. Depuis 2 ans, continue de se voir à l'occasion des week-ends et des vacances. Le 15 avril 2019, Alma se rend donc chez les parents. Il lui aurait attaché les mains avec sa ceinture avant de... Bon, franchement, je passe le magnéto parce que ça sert à rien et c'est juste gore pour rien. Sur les réseaux sociaux, invitant également à la libération de la parole chez les autres étudiants. Alors je demande de témoigner parce que j'en ai marre des tabous. J'en ai marre des tabous parce que c'est pas de parler de viol qui brise des vies, c'est de les vivre. Vraiment. Son message est entendu. Et le hashtag SciencePort est même créé pour dénoncer les violences sexuelles au sein de cette école réputée. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Alma. Bonjour. J'ai vu toucher en regardant le reportage, surtout les derniers instants là. Oui, ça fait pas du bien, mais surtout que ça fait revivre le truc, quoi. Et puis les images, ça fait toujours quelque chose, quoi. Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Je pense que c'est le fait que... Enfin, je sais pas, que l'histoire soit racontée à la troisième personne comme ça, de façon très factuelle, très froide, et ça pose une réalité sur un truc qui est pas si clair dans ma tête même aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que là, elle est écrite, en fait, l'histoire. Oui, voilà, c'est ça. On la voit, on la comprend, et finalement, ça la rend presque plus réelle. Mais autrement réelle, parce que du coup, c'est comme si je la découvrais avec vous, quoi. Oui, c'est ça. Parce que c'est moi. Vous vous rendez compte que c'est vous? Ouais, bah oui. Mais les images d'archives comme ça, c'est... Je sais pas, c'est comme quand des amis me racontent leur viol, on est beaucoup plus touchés au final quand c'est pas nous, parce que on n'a pas toute la soupape de culpabilité qui est autour, tout le doute qui est toujours là, surtout quand c'est quelqu'un qu'on aime. Donc je vais volontairement passer tous les aspects très factuels de mon histoire en fait, parce que Jean-Marc Morandini va me poser des questions sur ça, mais je vais plus aller sur des questions qui m'ont vraiment alertée, parce que je trouve qu'elles sont représentatives d'une certaine vision du viol et une certaine vision de comment la victime doit être pour être une vraie victime entre guillemets. Et voilà du coup. Que c'est pas vrai, que juste il avait des doutes, mais il pensait pas. Il a compris quand vous lui en avez parlé. C'est ce qu'il dit en tout cas. Après, quand il y a eu la confrontation, tout ça, c'était beaucoup moins clair. Parce qu'il a quand même... il a parlé de ses doutes à un de ses amis cet été, sans jamais m'en parler, à moi. Donc, ça aussi qui est un peu difficile, c'est que du coup, on remet tout en question, quoi. Alors là, on arrive au moment délicieux où Jean-Marc Morandini interroge en fait le consentement. Et c'est vraiment un régal. On va voir ça, c'est délicieux. Une phrase étonnante, vous avez dit, les premiers mots que vous auriez prononcés, enfin dans vos souvenirs en tout cas, c'est « je crois que j'en avais pas envie ». Ouais. Vous croyez ou vous êtes sûr? Non mais j'en suis sûre, mais en fait c'est tellement... dire qu'une femme n'a pas envie d'un rapport alors que le mec en a envie, c'est inconcevable dans notre esprit en fait. Parce que... Comment c'est inconcevable? Mais parce qu'on est tellement matrixé à avoir... je sais pas, avoir envie, enfin je sais pas, en tout cas moi dans ce moment-là, parce que la femme, c'est étonnant parce que c'est moi l'homme et c'est moi qui dis ça. Mais... Bon, alors déjà, il coupe la parole à une pauvre femme qui essaye de s'exprimer en post-traumatique, totalement dissociée, juste après qu'il s'est passé un magnéto dégueulasse sur son viol.
Donc, Jean-Marc, ce n'est pas très gentil déjà. Pour moi- C'est étonnant parce que c'est moi l'homme et c'est moi qui dis ça, mais la femme, c'est pas l'objet de l'homme. Bah, évidemment. Bah non, mais quand Mais c'est un truc où on est tellement conditionné à pas écouter notre désir en fait que. Enfin moi sur le moment je sais juste que c'était. Si jamais j'étais sûre que je n'en voulais pas, ça voulait dire qu'il m'avait violée et c'était inconcevable pour moi en fait. C'était pour vous protéger, donc, que vous dites ça. Oui, bien sûr. C'est une forme d'autoprotection, en fait. Bah c'était pas conscient, hein, mais oui je pense. J'imagine que oui parce que. Mais En plus après j'en ai parlé, j'ai écrit dessus et j'en parlais autour de moi, j'en avais parlé de cette nuit-là. Ça veut dire quand même que ça m'avait marqué, mais à aucun moment j'ai pu mettre le mot viol dessus quoi. Mais je suppose qu'avant, quand vous aviez des relations sexuelles Ouais. avec lui, vous en aviez envie à chaque fois. Bah oui. Mais à chaque fois. Il n'y a Oui, pas oui. des fois où vous disiez, il en a envie, donc j'en ai envie. Bah, je pense que si. Parce que je pense que. Enfin, en fait, il y a plein de moments où on se pose même pas la question. Enfin, en tout cas, où moi, je me posais pas la question. Où... Genre, c'était le moment, c'était le soir. Je sais C'est pas. étonnant d'entendre en 2021 une jeune fille dire ça, en fait, je trouve. Ah bon? Bah, c'est pas du tout étonnant, c'est tellement fréquent. C'est toutes les filles que je connais aucune. Et Aucune amie. on a l'impression que vous êtes presque un objet, en fait, en disant, il en a envie, donc voilà. Mais oui, c'est ça, on intériorise le fait que bon, bah, c'est le moment. On se pose même pas la question en fait, de ce qu'on a envie ou pas. Et c'est ça le pire, on pourrait presque dire qu'on se viole soi-même parfois. Mais dans ce cas-là, c'était pas du tout le cas. Mais il y a vraiment une notion du son désir. En tant que femme, c'est hyper dur d'avoir du désir en fait, enfin de s'écouter, d'écouter son désir. Et j'observe dans tellement de témoignages qu'on a reçus dans Tous violés, par exemple, de viols conjugaux, où la femme, elle nous demande à ce qu'on confirme que c'est bien un viol. Alors qu'à partir du moment où tu veux pas, c'est un viol. Bah oui. Mais c'est ça, on a tellement une image du viol qui est hyper fantasmée d'un mec surtout, violent. enfin, En disant ça, en disant par ces grands éclats là que. Mais attendez, excusez-moi, la femme, c'est pas l'objet de l'homme. Non, la femme n'est pas censée être l'objet de l'homme, mais il y a des mécanismes dus au patriarcat qui font que, oui, la femme va toujours douter de son consentement. Et c'est exactement ce que j'essaye d'expliquer, alors je dois bien avouer laborieusement, mais non, Jean-Marc Morandini, le consentement, ce n'est pas si simple. En fait, le gros problème avec la question de Morandini, c'est que il place la victime, donc en l'occurrence moi, comme responsable de ce qu'elle a pu penser. C'est-à-dire que, comme si là j'allais pouvoir lui donner une réponse claire de pourquoi, sur le moment, je me suis pas rendu compte que c'était un viol. Or, ça, c'est vraiment une méconnaissance, pour le coup, totalement très très classique, hein, mais de ce que c'est un viol et de ce que c'est le déni et comment on prend conscience en fait à côté. Parce que, en fait, une femme qui a été violée, la plupart du temps, c'est par un proche, donc par un ami ou par son conjoint. Et les choses vont être beaucoup plus complexes que juste oui, c'est un viol ou non, c'était pas un viol. C'était beaucoup plus complexe que oui, j'en ai envie ou non, j'en ai pas envie. Et c'est exactement ça que j'essaye d'expliquer, et c'est exactement ça que Jean-Marc Morandini, finalement, caricature énormément. Et c'est hyper regrettable parce que, en plus, ça, c'est. Enfin, la question, c'est pour vous protéger que vous dites ça. En mode, bah oui, justifie-toi d'être une victime, en fait. Sauf que, enfin, j'essaye de dire que justement, c'est pas quelque chose forcément de conscient, et c'est pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer, en fait. Fantasmé Et d'un mec surtout, violent. Inès Gauthier, psychologue, peut-être va. Et il me coupe la parole. Inès Gauthier, psychologue, peut-être va m'aider à comprendre, parce que moi, c'est vrai, pour moi, faire l'amour, c'est un consentement mutuel. Enfin, c'est pas l'homme et la femme qui a envie parce que l'homme a envie. Enfin, c'est des choses qui sont à deux. Sauf qu'il n'y a absolument aucune éducation sexuelle sur le plan émotionnel et relationnel. Donc évidemment, on voit les victimes affluer ou des patientes même à mon cabinet qui me disent rétrospectivement, maintenant que je comprends vraiment à quel point j'ai pu être conditionnée, etc., je me demande si dans ma précédente relation, il n'y a pas eu des fois où finalement je me suis un petit peu forcée et en fait, j'aimais pas ça. Et après coup, je me rends compte que ça a eu des répercussions. Donc au moins se poser la question. C'est pour ça que c'est très important de faire parler les victimes et aussi de s'intéresser au psychisme des agresseurs parce que
on entre dans des considérations en fait beaucoup plus subtiles que toutes les croyances un petit peu binaires, très extrêmes qu'on a, très caricaturales autour du viol. C'est-à-dire que oui, on s'imagine toujours que les violeurs sont des hommes agressifs dans la rue qui s'attaquent à des inconnus, qui passent leur temps à agresser et que les victimes vont se débattre et hurler. Ben non, maintenant on sait bien que la majorité des agressions déjà se passent entre personnes qui se connaissent, souvent avec qui il y a un lien de confiance et que c'est beaucoup plus brouillé que ça, que la victime, c'est pas parce qu'elle se débat pas ou qu'elle dit pas non que ça lui fait du bien. Effectivement, quand vous dites je crois que j'en avais pas envie, il y a effectivement le mécanisme de protection du déni qui dit mais non, c'est impensable qu'il m'ait violée puisque c'est mon petit copain, il peut pas être un violeur. Donc sans doute qu'il ne m'a pas violée. Mais aussi, effectivement, il y a il y a vraiment cette idée qu'effectivement, on a du mal à savoir soi-même et donc on se demande après coup. Parce que, effectivement, ça ne correspond pas à l'image mentale qu'on peut se faire de l'agresseur. Et les agresseurs eux-mêmes peuvent se dire, bah non, je ne suis pas ce violeur, je ne suis pas ce personnage décrit par les films, les médias spectaculaires, extrêmement cruels et sans scrupules. Non, c'est beaucoup plus fin que ça et donc il faut apprendre le subtil. C'est très important. On est exactement dans ce cas-là chez Alma en plus. Ambrandini, il faut apprendre le subtil. Je ne veux pas m'attarder dessus 3000 ans parce qu'elle a dit l'essentiel, mais ce qui est hyper important, oui, c'est vraiment ça, c'est non. C'est pas parce que toi, tu n'as pas eu, toi, en tant qu'homme cisgenre, très poli, tu n'as pas eu l'impression de violer ta copine, si tu n'as pas eu son consentement, en fait, tu es sans doute en train de la violer, en fait. Donc, c'est pas parce que vous n'êtes pas un grand goujat qui est dans la rue, qui est planqué derrière des voitures, prêt à surgir pour attraper n'importe quelle femme, que vous n'êtes pas un violeur. Hein. La plupart des violeurs, rappelons-le, ce sont des conjoints ou des amis, d'accord? Donc si t'es un ami, si t'es un mari, tu es peut-être un violeur si, seulement si, il suffit juste de ne pas avoir respecté le consentement de sa copine ou de son ami. Donc, voilà. Samuel, Bon, on s'est quitté quoi. Vous rentrez chez vous et vous écrivez. Ouais. En fait, quand je suis arrivée, enfin déjà, tout le chemin où je suis arrivée jusqu'à chez mon père, j'étais vide. Je me rappelle que je voyais le paysage défiler, je ne comprenais pas ce qui se passait. Enfin, vraiment, je ne comprenais pas. Alors que je suis quelqu'un d'hypersensible, donc j'ai pas versé une larme, quoi. Et c'est une fois arrivée chez mon père où là, j'ai commencé à mettre des mots sur le fait qu'il m'avait quittée. Et là, je me suis écroulée. Et tout de suite après, j'ai écrit ce texte que j'ai appelé le consentement, où en fait, c'était vraiment cette scène, mais vraiment dans tout ce détail. J'ai vraiment écrit inconsciemment, je pense, pour garder une trace. Et c'était un truc de... Enfin, quand j'y repense, c'est un truc de fou parce que je disais le mot viol pour mon histoire, pour mon héroïne, pour le personnage, etc. Le personnage, du coup, c'était Anna et Sam. Donc, c'était nos noms, quoi, en gros. Et c'est fou parce que vraiment, j'ai écrit longtemps dessus. J'en ai parlé même de ce projet à beaucoup de gens autour de moi. Où justement, je parlais du consentement, de cette... comme si je ne comprenais pas comment mon consentement n'avait pas pu être écouté, m'avait pas pu être entendu, mais qu'au final, c'est ma faute parce que je ne l'avais pas exprimé. Alors qu'en fait, on ne me l'avait juste pas demandé et on ne m'a jamais éduquée dessus. Et du coup, c'est pour ça que c'est des années après que je m'en suis rendu compte. Et quand j'ai relu le texte, c'était fou parce qu'il y a des détails que j'avais... C'est super important parce que dans cette séquence, je parle de l'état de choc finalement dans lequel j'étais, où j'étais pas triste, j'avais pas peur, j'étais juste vide. Et ça, les filles, c'est hyper important de savoir, ou les filles et les hommes, hein, enfin je veux dire n'importe qui, que quand on est violé, quand on est agressé, on peut réagir de tellement de manières différentes. Et que c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de pleurer toutes les larmes de votre corps que ce qui vous est arrivé n'est pas grave, parce que c'est parfois même l'inverse. C'est-à-dire que quand on est agressé, on peut très bien ne pas réagir sur le moment. Et c'est parce que des fois, on ne correspond pas à l'image de la victime parfaite, c'est-à-dire la victime, je sais pas, qui aurait été battue, qui aurait des coups, qui aurait des marques, qui serait en sang, qui serait en pleurs. Bah non, en fait. Les violences, elles sont pas forcément visibles. Et les marques laissées sur notre psyché ne sont pas forcément visibles. Et on peut s'écrouler bien longtemps après. On peut mettre des années à se rendre compte. On peut mettre des mois, on peut mettre des heures. On peut juste s'écrouler sur le moment. Mais il n'y a pas de norme en fait. Pour un traumatisme, puisque c'est propre à nos différentes façons de gérer l'angoisse, la peur, la terreur. Bah, il y a autant de manières de réagir que de personnes différentes en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'état de choc, c'est pas parce que vous n'êtes pas en train de pleurer que vous n'êtes pas en train de souffrir. Vous avez refait l'amour ?
Oui, bah L'été après, on était, bien sûr, oui, oui, oui. Non, mais on était vraiment... Et vous, il n'y a pas des flashs Mais quand il vous refait l'amour, il n'y a pas des flashs de ce qui s'est passé ce jour-là? Ça, le pire, c'est qu'en fait, j'avais peur de lui, mais vraiment, j'avais peur de lui. Mais les crises d'angoisse, quand il s'approchait de moi... Enfin, je me rappelle d'une fois où j'étais assise sur un banc, je l'attendais sur la terrasse et je sais pas, je caressais une feuille, il s'approche de moi et là, d'un coup, mon cœur qui prêt à exploser. Enfin, une peur, mais angoisse. Genre, vraiment, je tremblais comme ça. Enfin... Et par contre, quand on se battait pour rigoler, quand on chahutait ou qu'on faisait l'amour, j'étais bien. Comme si j'avais enregistré qu'il y avait que comme ça que j'étais en sécurité en fait. C'est trop bizarre, mais il y avait vraiment que quand on se faisait des câlins ou qu'on avait un contact physique, que j'allais bien. Mais par contre, quand je l'entendais venir, quand je le voyais, quand j'entendais sa voix, quand je le voyais rire, j'étais angoissée. Est-ce que vous aviez peur qu'il agisse de façon non maîtrisée? Je sais pas. Alors, là, ce qui me dérange, c'est la question. Agir de façon non maîtrisée. Le problème, c'est que du coup, en posant cette question-là, Morandini part du principe que Samuel a agi de façon non maîtrisée dans ce cas-là. Ce qui est plutôt vrai dans mon cas. Mais il faut pas oublier que dans la plupart des cas de viol, le mec, il sait très bien ce qu'il fait. Hein, je pense que Samuel savait très bien ce qu'il faisait. Après, est-ce qu'il se rend compte de la souffrance qu'il peut engendrer sur nous? Est-ce qu'il se rend compte de toutes les conséquences que ça peut avoir derrière? Ça, c'est moins sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas une perte de contrôle. Hein. C'est pas une pulsion. Quand quelqu'un nous viole, en général, c'est juste qu'il en a envie. Et vu qu'il a du pouvoir sur nous, parce que c'est un homme, nous sommes une femme, la plupart des cas, bien sûr, ou que c'est ton père et t'es son fils, ou que c'est ton producteur et t'es un pauvre acteur qui essaye de faire décoller sa carrière. Enfin, c'est souvent, faut pas oublier que c'est davantage des enjeux de pouvoir, en fait, les enjeux de viol, c'est pas du tout une question de pulsion. Donc ça, c'est ça, cette question de non maîtrisée. En mars 2020, donc, il y a ce début de cette plongée qui va être compliquée pour vous. Vous enchaînez les crises de panique, vous êtes stressé, vous êtes déprimé, vous allez avoir des troubles alimentaires. En fait, ces troubles alimentaires, je les avais déjà, du coup, je savais mieux les gérer, parce que ça fait longtemps que j'en avais, donc voilà, je faisais attention, mais je gérais mieux. Par contre, tout le reste, ouais, crise d'angoisse, c'était vraiment mes quotidiens, quoi. Dès que je pensais à lui, j'étais angoissée. Dès que je recevais un message de sa part, j'étais angoissée. C'était vraiment horrible. Enfin, j'avais l'impression d'avoir un problème, quoi, vraiment, et je me culpabilisais énormément. Au point où on a fini par tout arrêter fin août. Bon, il y a une anecdote aussi, puisque vous prenez des douches glacées. Ouais. Pourquoi vous prenez des douches glacées? Ça, c'était au début de ma dépression. Donc, du coup, c'était justement fin août, on s'est entre guillemets séparés. Enfin, même si on n'était pas vraiment ensemble. Enfin, c'est n'importe quoi notre relation, de toute façon. Mais on s'est entre guillemets séparés et moi, je pensais que ça allait mieux. Et en fait, non, je suis vraiment tombée en dépression. J'avais peur de tout le monde. J'étais hyper mal. Et je me sentais juste vide. Et il n'y avait que quand je faisais du sport très, très intensément, mais vraiment très intensément, ou des douches glacées, que je me sentais vivante. La souffrance? C'est la souffrance qui vous fait sentir vivante? Ouais, d'une certaine manière, ça peut être vu comme de la mutilation, ouais, parce que c'était une manière de me sentir vivante, ouais. Je pense à la scarification. Certains, c'est la scarification, parce que c'est une douleur, en fait. Ouais. Pour vous, c'est les douches, c'est le sport à fond? Ouais. Ouais, non, mais clairement... Rien à ajouter. L'attirail classique, les conséquences post-traumatiques, en gros. Vous allez faire une tentative de suicide? Alors, j'ai pas vraiment fait une tentative de suicide, c'est-à-dire que je suis pas passée à l'acte parce que j'avais pas ce qu'il fallait, mais... Vous y pensez fortement, en tout cas? Oui, voilà, genre, il y a vraiment un jour où je sais que si j'avais les médicaments avec moi, j'aurais fait. Et vraiment, c'était sûr. J'avais regardé sur Internet comment faire et tout. C'était en décembre. Pourquoi? Pourquoi pas. Vraiment, c'était ça. C'était tellement absurde ma vie. J'arrivais à peine à me lever de mon lit. J'étais angoissée dès que j'ouvrais mon ordinateur. Je voyais pas d'autre issue, en fait. Je détestais ma vie. C'était pour fuir la... Alors, Jean-Marc Morandini, je ne sais pas si tu as déjà fait des dépressions, mais en général, on ne sait pas si ça va pas. Sinon, on ferait en sorte que ça aille. Mais on ne sait pas, donc ça sert à rien de poser la question. Enfin, tu peux toujours, mais il n'y aura pas de réponse, en fait. Quand on veut se suicider, en général, juste qu'on n'a plus envie de vivre. Après, pourquoi? En jargon, voilà. Et lui, il va venir vous voir? Ouais, il vient me voir la première semaine où j'arrive, donc en décembre, il vient me voir. J'étais très mal, hein. Et il est revenu me voir le premier de l'an. Ça vous fait plaisir? J'étais trop heureuse et en même temps... en fait, j'étais en train de sortir de mon état dépressif parce que je prenais des antidépresseurs qui ont agi très vite. J'étais trop heureuse et en fait... Heureuse de le voir? Ouais, j'étais trop heureuse de le voir. Enfin, on a passé la journée ensemble et tout. Sauf qu'en fait, au milieu de la journée,
Enfin, déjà, au début de la journée, j'étais hyper heureuse, mais dans une espèce de joie euphorique, quoi. Trop bizarre, et j'étais dissociée. Mais c'était très fort. Et à partir du milieu de la journée, je sais pas, on était en train de manger des conserves dans la voiture, je sais plus, et là, je sens l'angoisse qui monte, et qui n'a pas arrêté de s'accroître jusqu'à la fin de la journée. Ce qui fait que, objectivement, c'était une super journée, on s'est baladé, on a passé notre temps à s'embrasser, nanana. Et pourtant, quand je me couche, bah, je suis la plus triste et la plus angoissée du monde. Et je me rappelle vraiment de ça, je me mettre endormie, de me dire, mais il y a vraiment un souci là, enfin, pourquoi t'es angoissée alors que tu viens de passer une super journée avec Samuel? Il n'y a aucun moment où lui comprend qu'il est peut-être à l'origine? Encore un exemple de l'ambivalence des sentiments et des émotions. C'est-à-dire, c'est un truc que je ressentais très souvent avec Samuel. Une espèce de... une angoisse énorme sous-jacente et pourtant un amour gigantesque, quoi. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes qui ont été très amoureuses de leur violeur ou de leur agresseur, etc. Et c'est très difficile parce que on passe notre temps à discréditer ce qu'on ressent parce que puisque c'est pas logique, puisqu'on ressent à la fois de l'angoisse et de l'amour, bah on se dit bah, c'est pas possible. Donc soit je suis folle, soit l'angoisse elle vient pas de lui, elle vient de moi, soit mon amour il est malsain, qui sont pas forcément des choses fausses, mais du coup ça fait que c'est très perturbant et que on passe notre temps à douter, ce qui est un symptôme très classique de quand on est violé ou agressé, en choc post-traumatique, on passe notre temps à douter de ce qui nous est arrivé, de la gravité de ce qui nous est arrivé. Donc, je comprends plus rien en fait. C'est... Mais à l'époque, vous le compreniez pas? Quand? Là, quand vous étiez à l'hôpital, vous le compreniez pas? Non, bien sûr que non. Vous étiez amoureuse? Ah oui, mais je suis toujours, hein. C'est ça le pire. C'est ça le truc, et un truc qui est très tabou. Tout à l'heure, vous avez dit que la plupart des violeurs et agresseurs étaient des gens proches. Il ne faut pas oublier que la plupart des agresseurs et des violeurs, donc plus de 90% des cas, c'est des gens qu'on connaît, qu'on aime, qu'on respecte. Que ce soit ton père, ton oncle, ton cousin, ton ami, ton copain. Avant. Bah, là, on est après. Mais comme on ne contrôle pas son angoisse, on ne contrôle pas non plus ses sentiments. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment un truc qui n'est pas assez pris en compte dans les prises en charge de viol ou d'agression, ou même médiatiquement. Oui, on peut être amoureux de son violeur, et c'est ça toute l'ironie et toute la difficulté de s'en rendre compte, c'est que on peut être, oui, finalement, amoureux de son violeur, son agresseur, et c'est pas un truc qu'on choisit, hein, mais c'est comme ça. Enfin, aujourd'hui, donc, vous êtes amoureuse de votre violeur? Bah, c'est plus compliqué que... Bon. Cette séquence, elle est incroyable. Ouais, bah écoute, oui. Oui, je sais pas. Dites-moi, hein, peut-être vous avez une solution hein, pour arrêter d'être amoureux de quelqu'un, se débarrasser d'une emprise, arrêter d'aimer son père, arrêter d'aimer sa mère, arrêter d'aimer son fils, je sais pas. Je sais pas, peut-être que je suis bête, peut-être que c'est moi qui ne sais pas comment faire, hein, mais écoutez, apparemment, pour Morandini, c'est choquant. Donc qu'en 2 mois, on ne puisse pas oublier l'homme avec qui on a passé 4 ans de sa vie. Donc bon, j'avoue que moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Si tu n'arrives pas à comprendre qu'après 4 ans passés dans une vie amoureuse, passionnelle, on ne puisse pas choisir comme ça du jour au lendemain que ah mais si ce mec il nous a fait du mal donc on va l'oublier, bah écoute tu n'es peut-être pas humain, hein, peut-être un robot, peut-être le mode amour comme ça, on-off, je sais pas, mais moi je l'ai pas donc désolée. Mais oui, je pense toujours. S'il n'y avait pas la justice, vous lui parleriez? Bah je sais pas. Des fois, ouais, j'ai l'envie de... Des fois, je lui écris des lettres que du coup, je l'envoie pas, mais... Pour lui dire quoi? Bah, pour dire ce que je ressens. Qui me manque, ou au contraire, la colère. C'est tout, en fait, tout ça, et... C'est vraiment un spectre, parce que c'est à la fois tellement d'amour, à la fois tellement de souffrance. Et c'est ça qui est hyper important, je pense, pour avancer sur ces questions-là des violences sexistes et sexuelles, c'est de se rendre compte que, oui, les personnes qui nous font du mal, c'est pas des monstres. Enfin, c'est des monstres parce qu'elles commettent ces actes-là, mais c'est pas des monstres, c'est quelqu'un de normal, comme vous, comme moi. Enfin, on croise dans la rue. Mais vous aimez, vous savez qui vous aimez? Vous aimez le Samuel d'avant le viol? Ou vous aimez le Samuel d'aujourd'hui? Non. Bon, alors, je vais revenir dessus parce que je sais qu'il y a eu des commentaires assez haineux en mode « Non, mais attends, elle est en train de dire qu'un violeur, c'est pas un monstre. Non, mais allô, quoi !» Alors,
Violer quelqu'un, c'est quelque chose de monstrueux, on est bien d'accord. C'est horrible, c'est dégueulasse, etc. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que ce ne sont pas des monstres psychopathes qu'on voit que dans les films, quoi. Les violeurs, ce sont des gens qu'on aime d'habitude, qu'on respecte, et qu'on ne sait pas qu'ils sont des violeurs. Ça, le truc. Sinon, ça serait trop facile. Enfin, si le mec a l'air d'un violeur, bah voilà, on arrête tous les gens qui ont l'air de violeurs, et puis hop, il n'y a plus de violeurs. Hein. Donc voilà. C'est un peu plus compliqué que ça, je pense. Et comme je pense qu'il peut avoir une ambivalence des sentiments, je pense aussi qu'il y a des gens qui sont très respectés, très aimés, d'une part, et qui sont aussi haïs parce qu'ils ont fait beaucoup de mal, d'autre part. Et ça, je pense pas être... je pense pas que ce soit une découverte, hein. Je pense que c'est assez admis. Il y a des gens qui peuvent être à la fois aimés et détestés. Enfin, je sais pas. Ou alors, je suis la seule à pas être très binaire, hein, mais bon. Je vais vous la poser autrement. Est-ce Ok. qu'il n'y a pas de dégoût par rapport à ce qu'il vous a fait? Il y en a eu. Mais là, j'ai plus de la pitié pour lui. Ouais, vraiment de la pitié. J'ai plus vraiment de tristesse, c'est juste du moment que je l'accepte parce que je sais que c'est inévitable. Enfin, j'ai passé 4 ans avec lui, je peux pas l'oublier comme ça, mais puis avec ce qu'il m'a fait. Mais non, c'est plus de la pitié. De la pitié pour ce qu'il a fait et pour le fait que, je sais pas, j'ai l'impression que vraiment à aucun moment il se sent responsable de ce qu'il a fait en fait. Vraiment dans son discours, on dirait vraiment que je suis une victime collatérale et que c'est lui la victime en fait. Victime de ses propres états. Vous lui pardonnez? On parle de Samuel, du fait que ce soit dans sa lettre dans Libération, que ce soit à la confrontation près des flics, que ce soit même dans ces lettres qu'il m'a envoyées, que ce soit quand je l'ai eu au téléphone, à aucun moment, ou très peu, très très peu, il ne s'est excusé directement, il a exprimé des regrets pour ce qu'il a fait. C'est vraiment comme si il savait qu'il avait merdé, mais que j'étais pas la première victime, ou qu'en tout cas ce que j'avais vécu n'était pas si grave. Et que dans tous les cas, il n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent dans les cas de violence conjugale. Le fait que le mec se rende pas compte en fait de ce qu'il a fait, de ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il sait que voilà, il a merdé, mais puisque lui c'est passé, bah c'est passé quoi. Il y a très rarement une prise de conscience de l'ampleur des conséquences psychologiques que ça a pu engendrer sur la victime, donc sur la conjointe ou sur l'enfant, etc. Et ça, c'est très très fréquent. Enfin, je l'observe chez tellement de gens que moi-même je connais, hein, qui n'ont aucune idée finalement des gravités de leurs actes en fait. C'est bon, j'ai accepté, j'ai reconnu, donc c'est bon, on passe à autre chose quoi. Bah non en fait, non. Vous lui pardonnez? Ouais, je vais pardonner le viol, je crois. Oui, bien sûr. Je crois que je vais vraiment pardonner tout. Mais je crois juste que je vais pardonner. Mais c'est pas quelque chose qu'on choisit, le pardon. Hein. On choisit de pas pardonner, mais on choisit pas de pardonner. Et juste un jour, on s'en rend compte. Et moi, je m'en suis rendu compte que je lui avais pardonné, mais C'est drôle parce que vous dites on choisit pas d'être amoureux. Un truc que j'ai du coup déjà dit, mais ouais, le pardon, franchement, les filles ou les hommes, hein, de manière générale, quand il vous arrive quelque chose de grave, que quelqu'un vous a fait une agression, essayez pas de vous dire qu'il faut absolument que vous pardonniez pour avancer parce que je pense que c'est pas possible en fait. Je pense que on prend du temps et si on veut pardonner, ça arrivera peut-être, mais des fois on ne pardonne pas et puis c'est comme ça, on choisit pas, mais il faut s'écouter en fait. Enfin, si on veut absolument pardonner, mettre la chose dans le passé, alors même qu'on a toujours de la rancœur, toujours de la tristesse, toujours de la colère, toujours de la peur, on pourra pas pardonner en fait. Enfin, on va juste se mentir à soi-même en fait. Et c'est pour ça que je dis ça, que je dis qu'on choisit pas de pardonner. On peut choisir de ne pas pardonner, on peut choisir de se dire non, j'ai pas envie de pardonner, mais je pense pas qu'on puisse choisir de pardonner. En tout cas, c'est mon humble avis. Pour moi, juste un jour, on s'en rend compte et puis voilà, on se dit, bah, j'ai plus aucune rancœur pour cette personne, mais après, est-ce qu'on l'a vraiment choisi? Je suis pas sûre. C'est drôle parce que vous dites on choisit pas d'être amoureux, on choisit pas de pardonner. Vous choisissez quoi en fait? Dans mon cas, on choisit pas grand-chose parce que Enfin, moi, c'est ça un peu ce que je me dis en ce moment, c'est que je choisis comment réagir à des situations dans lesquelles j'ai pas demandé à être, en fait. Enfin, j'ai choisi de faire un procès, etc. Mais j'ai pas choisi de devoir faire un procès. Mais, vous l'avez choisi quand même. De quoi? Vous l'avez choisi, le procès. Oui, je l'ai choisi. Mais, de devoir faire un procès. Oui, mais est-ce que j'ai choisi d'être violée et donc non, mais loin de moi, justement, de dire ça. Mais là-dessus, c'est vous qui avez porté plainte.
Oui, mais ça veut dire que j'ai juste à choisir en fait comment je réagis face à cette situation-là, mais c'est pas un choix. Enfin, je veux dire, je suis pas heureuse d'avoir un procès. Ça fait pas plaisir d'avoir un procès. Non, mais vous choisissez de le faire. Oui, mais c'est pas un choix qui est libre à 100%. Pourquoi? Alors là, il est perdu, Morandini, il est perdu. Oui, mais c'est pas un choix qui est libre à 100%. Pourquoi? Bah parce que si je choisis pas, enfin si je porte pas plainte, bah ça sera un acte en moins pour dénoncer ces violences-là, pour avoir justice pour moi. Là, j'ai juste à choisir comment me reconstruire, mais j'ai pas choisi d'être détruite. Ça, c'est une évidence. Mm. Mais pour vous reconstruire, ça passe par le procès. Ouais. Bah, pour moi, ouais, clairement. Si on te met dans des situations que tu n'as pas choisi d'être, si tu choisis d'essayer de t'en sortir, tu as choisi, ok, mais tu n'as pas choisi d'être dans cette situation-là. Tu comprends ça ou pas? Si je demande un procès, je n'ai pas forcément envie d'avoir un procès. Tu comprends ça, hein? Non? C'est compréhensible ou pas? Non? Vous avez du souci pour lui? Bah, je sais que pour vraiment me reconstruire, j'aurais besoin que lui puisse se reconstruire aussi, oui. Ah, c'est sûr. Mais je pense qu'aucune victime peut se reconstruire dans la haine. Hein. Et lui s'en fait pour vous? Je pense que oui, mais j'en sais rien. Je m'en fiche. Ça le regarde. On peut pas se ficher de quelqu'un dont on est amoureux? Bah, apparemment si. Je m'en fiche de ce qu'il pense de moi, en tout cas. Ça me regarde plus. Bah oui. Vous êtes sûr? Ah oui, vraiment. Vous en fichez de ce qu'il pense de vous? Bah, enfin, étant donné que ça n'a aucune incidence sur notre situation, puisque de toute façon c'est impossible qu'on puisse se reparler, et que même c'est pas sain ni pour lui ni pour moi qu'on puisse se revoir après tout ce qui s'est passé, bah oui, enfin ça rentre pas en compte. Bon, apparemment, pour Morandini, c'est un peu plus compliqué. Bon, du coup, je vous ai mis un petit bout du Magnéto 2, que je trouve mieux réussi que le premier personnellement, parce que je le trouve un peu moins dramatique, quoi. Vous parliez d'article dans l'IV parce qu'après avoir partagé publiquement votre histoire, vous encouragez tous ceux et celles qui ont subi la même chose à en faire de même. Vous aurez d'ailleurs un compte Instagram pour récolter des témoignages. Et donc une autre personne a entendu votre appel puisqu'il s'agit de votre ex, Samuel, qui lui aussi est bien décidé à parler du viol qu'il vous a fait subir. Et il va en parler en une de Libération. Après son appel à témoins, de parfaits inconnus se livrent au travers d'un compte Instagram créé par Alma. Mais un autre homme semble avoir entendu sa requête, et il s'agit de Samuel lui-même. Et il projette même de témoigner publiquement du cauchemar qu'il a fait subir à son ex-petite amie. Et les choses vont alors rapidement s'enchaîner. Le 8 mars 2021, à l'occasion de la Journée de la femme, le quotidien Libération publie en une un article intitulé « Je t'ai violé, Alma », la lettre d'un agresseur à sa victime. Et en feuilletant les pages du journal, c'est la lettre de Samuel que l'on découvre. Dans son récit, le jeune homme avoue noir sur blanc et publiquement qu'il a violé Alma. Il explique même que pour lui, ce jour-là, la jeune femme était comme morte et qu'il est devenu un animal. 2 semaines après cette publication, le 22 mars, Alma décide de franchir les portes du commissariat pour enfin porter plainte pour viol contre Samuel. Une décision difficile pour celle qui est encore partagée entre l'amour qu'elle a porté à Samuel et le véritable calvaire qu'elle a subi. À l'issue de son audition, puis d'une confrontation entre les deux étudiants, Samuel est mis en examen et est placé sous contrôle judiciaire. Il n'a plus le droit d'entrer en relation avec Alma. Une nouvelle compliquée à gérer pour la jeune femme, qui reste très attachée à son agresseur. Moi, Samuel, j'ai pas choisi de plus lui parler, parce que malgré tout ce qu'il m'avait fait, moi je voulais continuer à avoir un lien avec lui et à ce qu'on avance ensemble dans tout ça. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers, on est toujours avec Alma. Est-ce qu'on en parle déjà, Journée de la femme? Et deuxièmement, est-ce qu'on en parle du fait qu'ils prennent un extrait, le pire ils ont vraiment pris un extrait qui est complètement hors contexte de la vidéo. Quels sont les mots qui vous ont soulagé? Bah, Le fait qu'ils reconnaissent?
En fait, il m'avait déjà envoyé des lettres à moi, pour le coup. Où là, oui, il parlait de ça. Et ça m'a énormément soulagée, c'est un truc de fou. Enfin, vraiment, le fait de lire avec ses lignes, avec ses mots, ce qu'il m'avait fait, sa souffrance, etc., ça m'a vraiment fait du bien parce que quand on est victime, on passe son temps à douter, on ne se sent pas légitime jamais, même quand c'est évident, entre guillemets, même quand lui-même le reconnaît. Le nombre de fois où j'ai demandé aux infirmiers ou mon psy, est-ce que c'est un viol, et qui me disait, même le violeur l'a reconnu. Enfin, c'est horrible. Et le fait vraiment de le voir noir sur blanc, c'était quelque chose de très fort. Et c'est pour ça aussi que je veux vraiment que les violeurs témoignent et se rendent compte de leur tort, parce que ça fait énormément de bien aux victimes. Quand nous, on publie des témoignages de violeurs, c'est pas pour les violeurs qu'on le fait, hein. C'est pour les victimes, parce que on sait que... moi, je trouve ça horrible de voir plein de témoignages de victimes, et à côté, juste un silence outrageant de l'autre côté, où personne parle, personne mouffe, alors que t'as des femmes, tellement de femmes violées. Ils sont où, les violeurs? Ils sont bien quelque part. Il raconte dans cette lettre. Donc là, oui, j'explique pourquoi, pour moi, il est hyper important que les violeurs prennent la parole à leur tour pour témoigner de leurs méfaits. Non pas pour se justifier ou pour se dédouaner, à l'inverse de ce que Samuel a un peu fait dans sa lettre dans Libération, mais bien pour reconnaître le tort qui a été fait à la victime, parce qu'en tant que victime, on passe son temps à douter, et le fait qu'il y ait une reconnaissance de nos torts par celui qui les a commis, c'est très très important. Franchement, dès que le policier... Vous avez revu qui? Vous avez revu votre amoureux ou le violeur? Mais justement, c'est ça qui est fou, c'est que quand des fois, je le regardais vraiment et je sais pas, je comprenais pas qui il était, en fait. Mais il y a eu des moments, c'était fou, parce que même alors que franchement, il m'avait mis hors de moi, il y a eu des moments d'infime tendresse où, je sais pas, on a partagé une clope, enfin... Vous avez partagé une clope? Ouais, on a demandé à fumer dans le commissariat. Ensemble? Non, enfin, il y avait le policier entre nous, mais du coup, on a fumé ensemble, et... Enfin, c'était comme tout condensé, quoi. À la fois ce passé qu'on avait ensemble très, très fort, et en même temps, tout ce qui m'avait fait subir, en même temps, là, le présent actuel face à ça, c'était très... Gauthier, j'ai le sentiment que c'est très compliqué dans la tête d'Alma, le violeur, l'amoureux, cet homme qu'il est aujourd'hui. Moi, je ne suis pas du tout étonnée en fait, de tout ce que vous décrivez, parce que vous décrivez extrêmement bien le phénomène qui se passe dans la réalité des agressions sexuelles. C'est-à-dire que vous évoquez votre dissociation, comment vous êtes fragmenté entre différents états émotionnels. Vous l'aimez, vous lui en voulez, il vous angoisse, et il peut y avoir de la tendresse. Et en fait, donc ça, c'est le processus du clivage qu'on retrouve chez les victimes et qu'on retrouve aussi en fait, chez les agresseurs. Parce que pour recevoir énormément d'agresseurs, justement, et les écouter parler, et en fait, ils peuvent décrire eux-mêmes qu'ils étaient dissociés au moment, parfois, hein, pas toujours, mais de leurs agressions. Ils se disaient, je me voyais d'au-dessus, c'était comme si c'était pas moi, dans un état second, je me rappelle même pas tout ce que j'ai fait, ça m'est revenu après, comme si j'étais pas moi-même. Et vous dites bien, il était déformé de visage, je ne le reconnaissais pas. Et donc, il est possible que... effectivement, il a une partie adaptée, une partie fonctionnelle. Donc le Samuel relationnel, affectueux que vous connaissez, c'est cette partie-là que vous aimez. Puis il y a une partie en lui, une part d'ombre, très certainement qu'il n'a pas du tout travaillé, qui est une part pulsionnelle, qui là s'est livrée à un acte. Alors parfois il y a une piste du côté de l'histoire familiale en fait des agresseurs, parce que pour avoir entendu des milliards de témoignages de leur part, on retrouve toujours quasi systématiquement un membre de la famille au-dessus, un parent, un grand-parent, qui a été agresseur. Alors qui a c'est été le cas impuni. sur Samuel, on ne trahit pas un secret, je crois. C'est le cas de Samuel qui a lui-même été violé par quelqu'un de sa famille. Non, c'était un professeur de chant, par un Pierre professeur, Marie alors, Dizier, pardon, par un professeur. Ah oui, d'accord, ok. Parce qu'en fait, alors ça peut être effectivement par quelqu'un d'extérieur. Donc là, si lui-même a été victime, on va dire qu'on est dans la répétition traumatique, malheureusement, qu'on voit extrêmement souvent chez les agresseurs, qui, encore une fois, évidemment, n'excusent pas, mais peut expliquer leurs gestes. Et quand c'est aussi un membre de la famille, c'est comme s'il portait la faute de cette personne-là qui, elle, a été impunie, et que derrière, ils vont reproduire quelque chose pour dire quelque chose de cette personne, et amener à expier la faute un petit peu indirectement à travers leurs gestes. Et ça, je vois ça assez souvent. Et ça va faire même qu'ils se livrent à des actes manqués assez improbables, du genre, ils vont aller, je sais pas, chatter avec un mineur sur Internet dans un cybercafé, puis ils vont oublier leur carte d'identité avec leur nom devant le clavier, la page du navigateur reste ouverte, des trucs où on sait vraiment de laisser une trace je et veux laisser me le faire message. arrêter, voilà, pour pouvoir expier ma faute. Bon, alors pour ce que vient de dire la psychologue, moi j'avoue que je suis partagée, c'est-à-dire que moi je pense effectivement que le viol de Samuel,
qui a été violée durant plusieurs années par son prof de chant Pierre-Marie Dizier. Donc si vous êtes intéressé, vous pourrez avoir toutes les informations sur Internet. Une affaire très glauque. D'une part, moi je pense qu'effectivement ça a dû jouer dans sa entre guillemets perte de contrôle ce jour-là. Et d'un autre côté, il ne faut pas oublier que la plupart des violeurs sont des hommes et que toutes les femmes, la plupart des victimes sont des femmes. Et que c'est parce qu'on a été victime une fois qu'on reproduit ce geste. Donc peut-être il y a peut-être une part pulsionnelle entre guillemets, une part traumatique entre guillemets. Pour expliquer le comportement de Samuel, mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une grande part de tout simplement de pouvoir, du fait que les hommes pensent qu'ils ont tout le droit sur notre corps, et donc que ça joue également énormément dans le fait qu'il y ait autant de viols, quoi, partout, tout le temps, par des gens qu'on aime et qui sont censés nous aimer. Voilà, pour pouvoir expier ma faute. Juste mettre Sébastien Codesso sur la plainte. Donc on a compris qu'il y a une plainte, une instruction qui est en cours. J'entendais Alma tout à l'heure qui nous disait je veux pas qu'il aille en prison. Quand on se retrouve au tribunal, c'est entendable, ça? Est-ce qu'on se dit il n'ira pas en prison parce que sa victime ne veut pas qu'il aille en prison? Comment ça se passe dans un cas comme ça? Non, si vous voulez, on est sur un viol aggravé. Les faits, en tout cas, que vous relatez ici, relèvent du viol aggravé. Donc, on est sur une peine d'emprisonnement encourue parce que c'est à raison de la relation antérieure qui est une circonstance aggravante, ce qu'on appelle le viol par conjoint. Conjoint, concubin, conjoint pacsé, partenaire. Donc, on est sur un viol qui va... La peine de prison encourue est de 20 ans. Alors, j'entends ce que vous nous dites, ou plutôt que, en fait, vous préférez des alternatives à l'emprisonnement, à l'enfermement des personnes accusées. Le système français ne fonctionne pas comme ça. Ouais. Donc évidemment, la peine de prison, elle est encourue pour des faits qualifiés comme tels. Mais lors de l'audience, on écoute de toute façon forcément la victime. Et quand vous avez la victime qui dit « mais moi je veux plus qu'il soit soigné, qu'il réfléchisse sur lui-même hein, », si je ne trahis pas ce que vous dites, je veux plus qu'il soit soigné, qu'il réfléchisse sur lui-même, plutôt qu'il aille en prison. La prison, ce n'est pas la solution pour moi. Une personne, une personne accusée est jugée non seulement par rapport à sa dangerosité à l'égard de la victime, mais surtout par rapport à sa dangerosité à l'égard du reste de la société. Le ministère public, à l'audience, l'avocat général dans un procès d'assises qui va solliciter une peine, qui va requérir une peine, il requiert la peine au nom de la société. Et en enfermant, en condamnant une personne, on cherche évidemment à protéger une victime, mais je dirais de manière secondaire. C'est-à-dire que dans le procès, la victime, elle passe... Oui, d'accord. Donc c'est la justice qui décide, elle écoute ce que dit la victime, et c'est pas ça. Évidemment, on entend ce que dit la victime. Juste une question également sur l'article enfin cette lettre dans Libération, parce que c'est pas vraiment un article, c'est une lettre. Ça aide ou ça dessert l'accusé? Alors, il y a énormément de choses qui sont très complexes dans ce que vous nous relatez. En l'occurrence, alors on pourrait considérer cette lettre comme une forme d'aveu, oui. Comme même un aveu. En tout cas, Libé le présente comme ça, hein, parce que le titre, on le voit derrière vous, c'est « Je t'ai violé, Alma », la lettre d'un agresseur à sa victime. C'est même un aveu en une de Libération. Oui, alors une maladresse de Libé, oui. de ce que je comprends. L'aveu n'est pas roi, sinon, je veux dire, l'instruction, en l'occurrence, irait très vite, évidemment. L'affaire est tellement complexe, les ressorts psychiques, les liens qui vous unissent tous les deux sont si complexes que je dirais que cette lettre, cette tribune, en fait, qui a été publiée, ne suffira pas. En tout cas, aidera évidemment à aller dans le sens d'une culpabilité, mais je dirais qu'elle ne suffirait pas, parce que je crois que les moyens d'enquête se tourneront vers tout ce qu'il y a autour. Les faits sont tellement compliqués. On a parlé tout à l'heure du momentum du consentement. Vous avez dit une chose très intéressante, vous avez dit a posteriori, vous avez dit je crois que j'en avais pas envie. Mais en même temps, vous nous avez dit que juste avant, vous avez été victime de violence, vous avez été entravé avec une ceinture entre les mains. Donc, je veux dire, il n'est pas question que vous ayez eu après coup envie ou pas et que vous posiez cette question. Je veux dire, le consentement, il n'existe pas avant. Dès lors que vous êtes entravé, violenté et que vous subissez un rapport sexuel, la question du consentement, je veux dire, elle est quasiment fermée. À mon avis, sera un élément, mais parmi d'autres. C'est étonnant parce que vous avez presque l'air gêné, en fait, Alma. Non. Ouais, non, et en plus, pas gêné par ce qui vous est arrivé, mais vous avez presque l'air gêné pour lui. Oui, bah... Je me trompe? Non, je pense que c'est aussi par rapport à... Là, depuis tout à l'heure, quand vous parliez, je pensais à toutes les autres victimes, en fait, et je sais pas, par rapport à ce que vous avez dit sur la prison, bah...
En fait, moi, en demandant publiquement, en disant publiquement que je veux pas que Samuel, mon violeur, aille en prison, c'est pas parce que je suis amoureuse de lui, hein. C'est parce que... non, enfin, évidemment que ça peut jouer, mais je veux dire, c'est vraiment parce que je crois vraiment, je vois pas en quoi ça... Enfin, moi, je sais que ça va me desservir. Si Samuel est en prison, je vais pas pouvoir me reconstruire sereinement jusqu'à ce qu'il en sorte. Mais parce que je... C'est une réflexion plus globale sur le rôle de la prison? Bah, déjà, il y a ça, mais concernant Samuel, tout simplement parce que malgré tout, bah, je ne souhaite pas du mal, en fait. Moi, je souhaite juste de se reconstruire. Souhaiter du mal que de souhaiter qu'il soit condamné à ce que juge normal la société? Bon, je coupe la séquence là parce qu'elle n'était pas très intéressante. Mais pourquoi vous voulez pas qu'il aille en prison? Pourquoi vous voulez pas qu'il souffre? Enfin bref, ça a été un peu compliqué la nuance, on va dire. Ce que vous dites, vivre sa vie tranquillement, mais vous portez plainte, donc il vivra pas sa vie tranquillement, quoi qu'il arrive. Oui, mais moi, je porte plainte pour avoir justice et pour qu'il y ait effectivement examen. Justice, c'est qu'il soit condamné. Bah oui, être condamné, mais être condamné, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a une peine de prison. Et moi, justement, je milite vraiment pour qu'il y ait une reconnaissance, qu'on pointe avant tout la responsabilité de l'éducation, la responsabilité des soins psychologiques. Parce que Samuel, il a été violé de ses 14 à 16 ans, grosso modo, quasi quotidiennement par son prof de chant. Alors que le prof de chant, il y avait déjà une affaire en 2004 où il avait eu un procès, etc. Oui, mais la justice tient compte de tout ça. Justement, Oui, quand on est dans un tribunal, quand il y a un procès, c'est pour tenir compte de tout ça. Oui, mais c'est trop facile. Enfin, pour moi, genre, il faut aussi se rendre compte que Samuel m'a violée, oui, mais il y a d'autres responsables qui sont l'éducation, qui sont... Mais ça, c'est pas pris en compte, c'est pas vrai. C'est étonnant parce que j'ai l'impression que vous dites je veux qu'il soit condamné, mais j'ai envie, moi, de le condamner, moi, de décider à quoi il est condamné. Non, c'est pas moi de décider, c'est vraiment juste avoir vraiment une réflexion sur la prison. Est-ce que la prison sert à quelque chose pour moi, en tant que victime, pour les victimes potentielles? C'est une réflexion de société, c'est pas une réflexion... Oui, bien sûr, mais c'est ça aussi que j'avance, c'est pour ça que je veux, entre guillemets, que mon procès soit public, c'est que moi, je pense vraiment à la justice restaurative, j'y crois, et je pense vraiment que tant que les hommes ne se rendent pas compte qu'ils font du mal sans s'en rendre compte, parce que c'est ça, la réalité, c'est que dans beaucoup de cas, les hommes n'ont pas envie de se rendre compte qu'ils sont en train de faire du mal, de violer, etc. Et dans leur tête, c'est tout à fait, ils ont la conscience bien tranquille. Et ça, c'est vraiment une question d'éducation. C'est-à-dire, tant qu'on n'éduque pas les gens à se poser ces questions-là, et à éduquer au consentement, parce qu'on nous éduque à mettre une capote en SVT, mais on ne nous éduque pas à se demander est-ce que la personne est d'accord. Enfin, c'est très important. Donc là, encore une fois, je pointe ce qui sont pour moi les plus grands responsables, c'est-à-dire l'éducation, la justice qui a été complètement défaillante aujourd'hui. Et voilà, enfin, de toute façon, ce sont des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos avant, donc vous pouvez facilement retrouver. Et j'y reviendrai sûrement dans les jours à venir. Et là, attention, mesdames et messieurs, la grande question vraiment dramatique qui arrive. Alma, oui. Vous pensez qu'il vous regarde aujourd'hui? Oui, je pense. Oui, je pense. Ou s'il ne me regarde pas là, il regardera en replay, ça c'est sûr. Vous avez envie de lui dire quelque chose? Bah, je sais tellement pas qui il est aujourd'hui. Franchement, vous me prenez au dépourvu, je sais pas. Non, juste... mec, t'as fait de la merde et assume, mais bon courage à toi quand même, je te souhaite que du bien au final. Je te souhaite que du bien? Ouais. Merci Alma. Merci. C'était très intéressant de parler avec vous et votre témoignage est très fort et votre réflexion sur ce témoignage également interroge beaucoup. Merci beaucoup. Bon, on sent un petit peu à la fin quand même que j'ai très envie de sortir. Je crois que c'est tout. Je sais pas combien de temps va prendre cette vidéo, mais je pense longtemps. Parce qu'il y a quand même beaucoup de séquences qui ont été sur lesquelles j'ai voulu revenir. Et puis voilà, de toute façon, ça a été quelque chose de très très traumatisant pour moi, cette expérience, cette émission. Je regrette pas d'avoir fait, comme je vous l'ai dit, parce que je pense que ça a servi à beaucoup de gens à peut-être se reconnaître, s'interroger aussi sur la notion de viol, le viol conjugal notamment, et sur toute la complexité qu'il y a derrière, des sentiments, des émotions, tout ça. Donc je pensais que c'était vraiment important de revenir dessus, mais voilà quoi, franchement ça m'a épuisée, j'ai super mal à la tête là, vraiment j'en peux plus, on voit les poils. Yes. Mais bref, voilà, n'hésitez pas à commenter, à manifester, il y a une mouche putain, à manifester votre soutien, à poser des questions, mais avec respect s'il vous plaît, parce que
de base, avec respect de base, ça devrait être normal, mais en plus de ça, je suis pas forcément hyper bien en ce moment, donc si vous pouviez le prendre en compte, ça serait bien, hein, dans vos commentaires. Mais voilà, en tout cas, voilà pour cette expérience Énergie 12. Sinon, autre précision quand même, je voulais juste dire que j'avais été très bien reçue par les journalistes en général. Les journalistes qui m'avaient contacté avant, donc Valentine, je crois, et Julie. Donc les 2 journalistes de Énergie 12 qui m'avaient contacté avant. Et que vraiment, elles avaient été très humaines, très sympathiques. Mais que voilà, par contre, les questions de Jean-Marc Morandini et les magnétos, j'ai pas trop apprécié parce que franchement, elles manquaient de tact et je trouvais que souvent, c'était pas forcément les plus intéressantes. Et que ça me faisait un peu passer pour une meuf un peu perdue, quoi, alors que j'étais très sûre de moi. C'est juste que là, vous mettez des images horribles devant moi, donc forcément, je vais pas être la plus d'aplomb pour répondre au reste, hein, il est vrai. Mais enfin voilà, je suis contente quand même d'en avoir parlé, et puis voilà, ciao.